Bonjour Michel. Donc, dans le fond, j'aimerais ça que tu me dises c'est quoi ton titre au sein du Fossilarium? J'ai été embauchée en 2017 comme assistante à la direction. Puis en 2018, je suis devenue directrice. Donc, Michel, comment tu me présenterais le site touristique, le Fossilarium, en quelques phrases? Le Fossilarium, c'est un musée scientifique qui présente une large collection de fossiles, autant régionaux qu'une collection mondiale. Puis on a également plusieurs expositions temporaires qui changent au fil des années. On fait chaque année des sorties spécifiques pour le collectionnement. Il y a plusieurs sites fossilifères autour ici au Témiscamingue. D'ailleurs, on organise même des excursions guidées pour les visiteurs, les safaris fossiles. Donc, on en a de 1 heure où on va sur un site, tandis qu'on en a d'autres pour un peu plus de découverte avec 2 sites. Les visiteurs arrivent ici au musée. On commence par une visite pour naturellement savoir un peu ce qu'on s'en va chercher sur le terrain avant d'aller. Puis ensuite, un guide embarque avec eux en voiture, va leur montrer c'est où le site, puis il va les aider à trouver les fossiles, mais aussi à les identifier correctement. Puis ensuite, on va leur laisser une étiquette et un sac pour conserver en souvenir un fossile. Puis, c'est quoi les types de fossiles qu'on retrouve au Témiscamingue? Les fossiles qu'on retrouve au Témiscamingue, c'est de la période de l'Ordovicien, du Silurien. C'est des animaux, des invertébrés marins. Puis ça, c'est vraiment ce qui compose notre collection régionale, tandis qu'on a également une collection mondiale. Donc là, on peut avoir vraiment des animaux de toutes les périodes géologiques de la Terre. Parfait. Puis est-ce que vous avez des dons parfois? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous donner des fossiles, par exemple, qu'ils ont trouvés? Oui, régulièrement. Donc, on a des gens qui nous apportent des fossiles, parfois pour qu'on les aide à les identifier, mais aussi pour en faire profiter le plus grand nombre. Donc, ils vont faire un don au musée. À ce moment-là, nous, on va le conserver le nom de la personne qui a fait le don, là. Donc, j'aimerais savoir en quoi le Fossilarium, il est unique. Le Fossilarium est unique parce qu'il est le seul au Québec à présenter et mettre en valeur une aussi large collection de fossiles de provenance mondiale qui permet d'illustrer l'évolution au fil du temps, des tout débuts de la Terre jusqu'à la présence des humains. Puis, est-ce que vous avez des projets pour les années à venir avec le Fossilarium? Oh oui, au Fossilarium, ça bouge toujours. On a la tête pleine de projets. On a un projet, entre autres, là, qui est tout près, donc sur l'entreposage des collections. Puis on a également des projets pour retourner un peu plus faire d'animation dans les écoles. Comme c'est là, on reçoit vraiment beaucoup de groupes scolaires. C'est très occupé là, à la fin juin, beaucoup de groupes scolaires qui viennent ici. Mais on aimerait être capable de, nous aussi, aller les rencontrer en classe. La plus grande partie de nos visiteurs provient du Témiscamingue, mais surtout comme de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est à peu près presque 50% de nos visiteurs. Sinon, de la grande région de Montréal, du nord-est ontarien, puis ensuite un petit peu partout, même à l'international. Parfait. Puis qu'est-ce qui en ressort habituellement? Qu'est-ce que les gens sont vraiment impressionnés ou qu'est-ce qui les touche vraiment, les visiteurs en général? Bien, la qualité de l'exposition, la qualité de l'animation, on a souvent des félicitations sur nos guides et le fait qu'on apprend vraiment beaucoup au Fossilarium. Pour ce segment, je suis avec André Naud, géologue. Bonjour, André. Oui, bonjour. Donc, j'aimerais que vous me racontiez comment le site a été fondé. L'histoire commence finalement, moi je suis géologue, effectivement, et je suis venue au Témiscamingue ramasser des fossiles pour l'Université du Québec au départ, et j'ai trouvé qu'il y avait des sites absolument extraordinaires ici, il y avait une richesse incroyable, et personne ne connaissait ça ici. Les géologues prenaient les fossiles, ils les amenaient à Ottawa, ils étudiaient là, ils faisaient des rapports, et puis les fossiles partaient, là. Les plus beaux fossiles d'ailleurs, ils ont été ramassés dans les années, je sais pas moi, 1925, et puis 1960, et puis ils sont pas revenus, là, ils sont encore à Ottawa. Et dans le fond, j'ai convaincu la Société d'histoire de faire une exposition là-dessus, une petite exposition. Alors, après la ramasse pour l'Université du Québec, j'ai fait une deuxième ramasse pour cette fameuse exposition-là. Donc, c'est la Société d'histoire qui a appuyé ce projet-là au départ. Ça a été présenté pendant 1 an. Et après, bien, comme c'était pas facile pour eux de faire, de faire la formation des guides, bien, ben, ils l'ont entreposé finalement.
Bon, quelques années après, je suis devenue agent de développement ici à Notre-Dame-du-Nord. Moi, j'avais toujours à cœur, évidemment, cette collection-là. Et j'ai convaincu mon conseil d'administration de présenter l'exposition ici. Alors, on louait un local, on louait carrément un loyer. Et l'été, on présentait ça là. Et l'hiver, on prenait tout ça et on montait ça en haut de l'aréna, 3 étages plus haut. Au départ, on a commencé avec la collection locale. C'est ce qu'on a mis en valeur dans le musée. Et après, eh bien, on a eu des donations grâce à quelqu'un qui me connaissait. Tu sais, des fois, tu as des liens, là. Et puis, au lieu de faire la donation au Musée canadien de la nature, la personne lui a dit, pourquoi vous ne feriez pas votre donation au petit musée sans thématique dans le temps? C'était ça notre nom. Alors, la personne a accepté. On a fait les papiers. C'est une très grosse donation. D'ailleurs, il y a une partie de cette donation-là maintenant qui est dans l'exposition. Puis on a eu beaucoup de collaborations. À un moment donné, on a fait un appel à tous aussi. On a dit aux gens, bien, écoutez, si vous avez des fossiles chez vous, tu sais, voulez-vous nous faire une donation ou un prêt? Fait qu'on a un prêt de M. Carrier, entre autres, qui a trouvé un très beau fossile chez lui. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui nous a dit, oh, je pense j'ai quelque chose là, quelque part en dessous de ma remise. Et puis je vais là. Et puis là, je trouve une roche, mais moi, c'était vraiment beau. On va peut-être le regarder tantôt, là. Alors, c'est un super beau fossile. Il y avait quelques taches de peinture qu'on a grattées, là. Mais c'était vraiment un magnifique fossile. Alors, c'est celui-là. Alors, on voit bien qu'il y a une espèce de cône, hein? Et ce qu'on voit, si tu vois, c'est comme des petits bols, finalement. C'est des séparations. Donc, c'est une pieuvre avec une coquille. Et, bon, évidemment, la tête est disparue. Et, tu sais, on le voit en 3 dimensions. C'est ce qui est intéressant dans ce fossile-là. On en a rarement des comme ça, des aussi bien faits, finalement. Et on s'est servi de ce fossile-là pour faire une représentation 3D. Alors, au départ, on voulait amener finalement quelque chose d'intéressant au niveau touristique. Moi, je voulais qu'on continue à développer cette thématique-là. Mais comme on mettait notre fameuse exposition dans le loyer, il fallait la monter à tous les ans en haut de l'aréna. Et puis, notre conseil d'administration, là, je me disais, mais tu sais, les gens, dans ce temps-là, au-dessus de 50 ans, maintenant, ils sont un petit peu plus vieux. Et puis, il fallait qu'ils transportent des roches. Il ne faut pas oublier que c'est des roches. Donc, à un moment donné, on se dit, ça va prendre un musée, ça prend un musée, ça prend un endroit. Et finalement, après, parce qu'il y a eu de multiples, il y a eu au moins 2 ou 3 études, on changeait de place, on a failli être sur le chemin de la Gap, on a failli être près de la marina. Et puis, la dernière étude, finalement, nous a plutôt porté à s'installer ici, donc on était plus visuel sur le coin. Et on a proposé au Rodéo du Camion de faire leur bureau à l'intérieur du musée. Puis, ils ont trouvé ça intéressant. Donc, ils ont donné une très grosse subvention. Sur 2 ans, ils ont donné 180 000 $. OK? Alors, avec 180 000 $, tu peux aller trouver un organisme, évidemment, dans ce temps-là, ça s'appelait le CIRDAT. C'est un organisme de développement régional qui n'existe plus aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui le remplace. Et eux ont mis 200 000 $. Alors, on avait prêt, et avec d'autres petits projets, on avait, autrement dit, un 400 000 $ à mettre pour la construction. Alors, au départ, c'était de faire connaître finalement, le trésor qu'on avait ici. Et puis, finalement, mais c'est aussi que moi, je m'intéressais à la paléontologie. Donc, je ne suis pas juste une géologue. J'ai des cours de paléontologie plus que la moyenne. Mettons, d'habitude, un géologue, dans le temps, maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a même pas, j'avais 4 cours de paléontologie. J'aimerais que vous me parliez un peu de qu'est-ce qui différencie le site actuel à celui du passé. OK. Alors, le site actuel, évidemment, c'est une rénovation complète qui a eu lieu en 2012. Bien, elle a commencé évidemment en 2011. L'idée, au départ, quand on a présenté ça justement au CIRDAT, ils ne voulaient pas qu'on mette de pancarte. Alors, aucun panneau d'interprétation sur les murs. C'était vraiment bizarre. Notre ancienne exposition, c'était le contraire. On avait plein de panneaux, puis on n'avait pas grand visuel à part de ça, là, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Alors, avec ça, nous, on a fait un visuel très, très beau. D'ailleurs, vous pouvez en voir une partie dans le passage en haut. C'était quelque chose qui voulait aller chercher l'émotion des gens. Alors, et évidemment, on avait un tout petit panneau d'interprétation minuscule vis-à-vis parce qu'on avait des présentoirs qui présentaient chaque famille de fossiles. Au départ, c'était juste la collection locale. Et on avait un petit coin où on expliquait un peu la fossilisation, mais c'était limité à ça, disons. Et puis, là, on a des sculptures à l'intérieur de l'exposition. On en a aussi à l'entrée. Et puis, on a des thématiques. Là, on a 3 thématiques différentes là, qu'on a pu développer à partir des fossiles qui nous ont été donnés, parce qu'on a eu des fossiles qui nous ont été donnés, depuis l'ouverture du musée, là, depuis 15-20 ans. Là. Okay. Donc, on avait, dans nos réserves, on en avait beaucoup. Là, présentement, on a une réserve, une petite réserve ici. Alors,
On a deux endroits où on a une réserve. Puis on déborde sur les locaux de la municipalité en plus. Mais c'est ça, c'est sûr qu'il y a des fossiles qu'on peut encore mettre en valeur. Là, on en a encore. L'idée de base, c'était les fossiles. Mais en fin de compte, ce qu'on veut développer, c'est la culture scientifique. C'est que les jeunes, à travers une thématique qui aiment les fossiles, on puisse les amener à s'intéresser à la biologie, à s'intéresser à la géologie, à s'intéresser à plein de sciences, finalement. À s'intéresser au moins à la base, finalement. Puis quand tu crées une culture scientifique, tu vas avoir des vocations scientifiques. T'sais. Puis dans le monde qu'on va avoir, en fin de compte, de plus en plus, on va avoir besoin des gens qui ont des formations en sciences pour prendre des décisions importantes, parce qu'on va avoir des décisions importantes à prendre, pour être capable de comprendre juste notre environnement. Hein. Donc, c'est vraiment l'histoire du Témiscamingue, c'est tout le en dessous. Ah ben oui, ça, c'est la préhistoire du Témiscamingue, même la préhistoire, la paléohistoire du Témiscamingue. C'est la fondation, parce qu'on parle, en fin de compte, on parle un peu de géologie aussi, parce qu'on a une animation sur la géologie qu'on peut voir sur notre site Internet et puis qu'on a ici. Donc, on peut voir carrément la formation de la région au départ, il y a 2,x milliards d'années, parce que ce n'est pas des millions, c'est des milliards d'années, jusqu'à aujourd'hui. Et comment vous voyez le musée dans le futur? C'est une bonne question. Évidemment, moi, je ne serai probablement pas là, mais il y a un projet qui s'appelle le Géoparc de l'UNESCO. Les Ontariens travaillent beaucoup sur ce projet-là. Si ça venait au monde, écoute, on aurait une visibilité mondiale. Et le musée, ce qui arrive, c'est que c'est le seul dans le coin là, qui parle de géologie et qui parle des fossiles. T'sais. Fait qu'on est vraiment bien placé. Et en Ontario, ils ne se bâtiront pas un musée. Par contre, ils ont le Rock Wall Park, là, un endroit où tu trouves toutes les roches de la région. Donc, ça fait un lien intéressant. Mais il y aurait plein de choses, plein de projets. Écoute, dans le temps, moi, j'ai fait des expositions temporaires. Il va en avoir d'autres parce que, évidemment, on veut que les gens de la région puissent venir nous voir. Donc, il va y avoir des expositions. Il va continuer à avoir des expositions temporaires, j'en suis sûre, des activités et plein de choses comme ça. Puis, j'aimerais que vous me parliez aussi de votre fierté dans le musée. Bien, c'est sûr. Écoute, regarde, j'ai travaillé vraiment, vraiment fort pour construire ce musée-là. Pas tout seul, là. Mais j'ai mis énormément de temps, là, tu sais. Bon, puis j'ai été, en fin de compte, chanceuse parce que ça m'a permis de développer ma créativité. En même temps que les sciences, en même temps que mon intérêt pour les sciences, puis la transmettre aux autres. Hein, la transmettre à des étudiants, la transmettre à nos guides, puis la transmettre à plein de monde, finalement. Et puis ça reste, hein, ça devrait rester. Donc, évidemment, je suis fière de ça. Puis ici, c'est un site qu'on veut protéger. Donc, on le fait seulement quand on a des safaris découvertes de 2 heures. Quand on en a juste des 1 heure, on vient pas parce qu'on veut le protéger. Puis ici, ils ont le droit de ramener chacun un seul fossile. On veut le garder le plus longtemps possible. Tandis que dans la côte, c'est 3 maximum par personne. Lequel? Parle-moi. Ça, c'est une éponge. Okay. Ouais. Tiens, tu peux aller la reporter. Donc, ici, on a un corail à tubes. Donc, dans le fond, tous les petits tubes ici qu'on voit, c'est un individu qu'on appelle un polype. C'est comme tout plein de petits estomacs. Puis pour manger, qu'est-ce qu'ils font? C'est que ça va rentrer dans chacun des tubes, ils vont digérer puis ça va ressortir. Donc l'estomac et un corail dans le fond c'est une multitude d'estomacs. Puis ce qui est particulier aussi avec les coraux, c'est que chacun des tubes est un clone de l'autre à côté. Donc un corail, le coraux complet on appelle ça une colonie puisque tous les tubes sont absolument identiques.
Et les coraux, on en a vraiment beaucoup. On en a en forme d'alvéole d'abeille, on en a en tube, on en a en chaîne. On a le rugosa qui est comme une petite corne. Puis dans le fond, ils partent tous uniques. Puis ils se multiplient tout le temps pour devenir de plus en plus gros. Et la partie vivante, c'est celle sur le dessus. C'est comme des genres de petits Ouais, des petites lignes. Regarde ici, tu as un corail. Ouais. Non, mais bon. Les autres là, il y a un petit peu de sable. Sinon, il y a une petite éponge ici. Tu vois toutes les petites lignes? Ça, c'est une petite éponge. Ici, tu as un petit brachiopode. Ça, c'est comme un petit coquillage. Ici, tu as un corail en forme de tube. Puis ça, ici, c'est un en forme de corne, je pense. Mais celui-là, il est très beau. Tu peux le mettre dans tes poches, puis tu choisiras tantôt lequel tu vas amener. OK? Tu t'aides? Non? Pas besoin? OK. On retrouve aussi beaucoup de brachiopodes dans la région. Ça, c'est comme un petit coquillage. Puis, comment il fait pour manger, dans le fond, c'est qu'il va ouvrir comme ça. Puis, il y a comme une petite langue qui va sortir et qui va rentrer. Donc, ça va créer un courant que l'eau va rentrer dans sa coquille. Puis, avec les petits cils qu'il y a sur la langue, il va le filtrer. Donc, qu'est-ce qu'il veut garder va être emprisonné dans les petits cils et il va rejeter l'eau purifiée. Donc, on l'appelle le petit filtreur sur pied parce qu'ils ont un pied qui... à la naissance, s'incruste dans le sol et il va rester là toute sa vie. Donc ça, c'est les petits brachiopodes. On en retrouve vraiment beaucoup, surtout des petits à peu près gros comme un dixaine. Ça, c'est les plus communs. Puis ça, on est vraiment très riche dans la région. On est très riche en gastéropodes aussi. Ça, c'est comme un peu une petite limace avec une coquille. Ça, on en retrouve très souvent aussi. Donc ici, on a un corail en forme de tube. Donc tout ce qu'on peut voir ici, c'est un coraux dans le fond qui était couché. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est vraiment le côté du corail. On ne voit pas le dessus des tubes, on voit vraiment le côté. Donc on voit tous les petits tubes de côté. Puis ici, je pense que c'est une éponge parce qu'on voit exactement toutes les petites lignes comme ici. Puis, ici, on voit parfaitement que c'est un corail en forme d'alvéole d'abeille. Et il est très beau, mais il est pris dans le sol. Donc, ce qu'on fait dans le fond, c'est on empêche les gens de le sortir de là, puisqu'il est très gros, très bien défini. Donc, assez rare. Donc, on veut vraiment le préserver le plus possible. Ici, on en a un en forme de chaîne. Donc, comme on voit, tous les petits tubes sont collés un sur l'autre et forment une chaîne. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Puis, de côté ici, on le voit à l'envers. Donc, on voit vraiment que c'est un individu qui s'est multiplié pour grossir de plus en plus. Donc, là, il y a un trou dedans. Ouais, c'est lui que j'ai montré. Je trouve que ça ressemblait à un nid, vraiment. Ben, ici, on voit vraiment qu'il est très beau, là. Ouais, c'est ça. Ici aussi, on en a. Ici, ça, c'est un rugosa. Je sais pas si tu vois. Il est comme en forme de corde. Ah oui, moi, j'en ai vu un autre tantôt. En tout cas, je pense que c'était ça. Ouais, c'est une genre de corde. Ici aussi. Là. Ouais. Ça, c'est peut-être un rugosa. Tu sais, on voit qu'il est comme... Ah ouais. Il est très beau, celui-là, Cédric, si tu veux l'amener. Il est très beau. Tu le veux-tu? Ouais. Ouais, c'est lui que t'amènes? Ouais. Ou c'est l'autre? Lui, j'en aime pas vraiment. Non? C'est lui que tu veux amener? Ouais. OK. Fait que là, on va l'identifier.
Donc, il est un peu gros pour aller dans ma poche. ouais, ben, c'est pour ça qu'on va le mettre dans un sac. Donc, comme je l'ai dit au début, quand on part en safari, ils ont tout le temps le droit d'en ramener des fossiles. Puis ici, vu que c'est un site qu'on veut protéger, on a le droit d'en amener juste un. Fait qu'est-ce qu'on fait, c'est que quand ils l'ont choisi, on le prend, on le met dans un sac avec toutes les petites fiches des fossiles qu'il y a dessus. Donc, c'est ça qu'on va faire. On amène toujours aussi un guide d'identification pour nous aider à être sûr de quel fossile que c'est. Donc, tu peux me le donner. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dessus. Donc, on a... Dans le fond, on a comme une pochette avec tous les fossiles qu'on retrouve dans la région sur des petites fiches qui expliquent qu'est-ce que c'est et de combien d'années, depuis combien de temps ça existe. Il y en avait-tu d'autres à identifier? Il y avait juste lui, mais lui, je pense qu'on peut pas vraiment... Ouais, on va l'amener pour... Ouais. Dans le fond, comme que la plupart du temps, on part avec la famille ou la personne en safari, on embarque dans leur voiture, il faut qu'ils nous ramènent au musée. Donc, quand on a des fossiles qu'on n'est pas sûr, on s'en va directement au musée quand que la visite est terminée. Puis, on demande à notre supérieur de nous aider à l'identifier. Puis, si jamais on trouve quelque chose d'exceptionnel comme un trilobite ou quelque chose, le musée se garde le droit de garder le fossile. Puis si jamais il est vraiment exceptionnel et qu'on veut le mettre dans notre collection, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend le nom de la personne en note, puis quand on l'expose, il y a son nom décrit en bas du fossile. OK, donc le visiteur ne peut pas le garder. Bien, il peut pas. Okay. Quand c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel, comme le trilobite, dans le fond, c'est très très rare qu'on a un fossile complet parce que tout ce qui est les pattes, la tête, se détache quand il meurt la plupart du temps. Donc si jamais on en retrouve un qui est complet ou juste que les yeux, qui est un organe mou qui habituellement se fossilise pratiquement jamais, ça on se garde le droit de le garder parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui se fossilise, c'est vraiment les parties dures. Donc qu'est-ce qui est les organes, les pattes, la tête, la plupart du temps aussi, que c'est plus mou, ça va se détacher ou ça sera juste, ça va se décomposer avant que le fossile soit fait. Parce qu'un fossile, ça prend des millions d'années à se faire. Donc, c'est pour ça, c'est écrit dans le contrat. Dans le fond, à chaque fois qu'on part à safari, il y a un contrat à signer qui explique, dans le fond, que le fossilarium se garde le droit de garder les choses exceptionnelles. Puis, on a 3 types aussi quand on part sur le terrain, on a le safari 1 heure, un site. Safari découverte, celui-là, c'est 2 heures, 2 sites. Puis on a le paléontologue d'un jour. Ça, dans le fond, on part toute la journée, puis on fait les 4 sites. Donc, pour ce segment, je suis avec Thérèse. Donc, bonjour Thérèse. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, quel rôle vous occupiez au sein de l'organisme? Bien, j'ai été présidente pendant plusieurs années et j'ai secondé la directrice, Mme Mandreno, tout le temps de l'implantation de ce projet-là. Parfait. Donc, en quoi consistait votre travail? Bien, j'ai fait beaucoup de travail manuel et je m'occupais aussi de la trésorerie. Donc, j'ai toujours assumé le côté budgétaire. Puis, c'est en quelle année que le musée a été fondé? Bien, au tout début, en 1992, on a eu nos lettres patentes et ainsi de suite. Et par la suite, bien là, on a construit cette construction-là, qui est une construction Champoux, en 1996. Donc, on a fait l'ouverture officielle en 1997. Avant que la construction soit faite, on louait un local à Notre-Dame-du-Nord pendant peut-être
3 ou 4 ans qu'on a loué un local. Donc, chaque année, on devait descendre l'exposition d'en haut de l'aréna, dans un petit escalier roulant. Et on exposait notre exposition tout l'été. Et l'automne, on remontait ça en haut de l'aréna. Donc, c'était pas très agréable. Chaque année, je disais à André, l'année prochaine, on n'expose pas des roches, on expose des marionnettes. Donc, vous avez vraiment vu le musée évoluer. Tout ça. Est-ce que vous pouvez me parler un peu du cheminement du musée? Ah, bien, dans les tout débuts, notre directrice, Mme No, avait, avec l'Université du Québec et la Société d'histoire du Témiscamingue, avait monté un projet pour faire une cueillette de fossiles. Donc, l'Université du Québec s'était gardé des droits de garder des fossiles intéressants. Pas nécessairement les plus beaux, mais les plus intéressants pour eux. Donc, ensuite, cette collection-là a été remise à la Société d'histoire. Et là, Mme No en a fait un projet pour faire des présentoirs, la mettre en valeur. Elle a été montée au Carnaval de Québec. Et chaque fois qu'il y avait des événements, souvent en Abitibi-Témiscamingue, on remontait l'exposition là. Et elle retournait dans le sous-sol de la Société d'histoire. Elle était là plusieurs années. Ensuite, là, on trouvait ça comme dommage qu'elle soit... Parce que c'est des choses de chez nous, puis que ce ne soit pas mis en valeur. C'est là qu'on a commencé à monter un projet pour une construction, avec l'aide du CRDAT dans le temps, du Rodéo du Camion, la municipalité, la MRC, et beaucoup de dons des citoyens. On a réussi à faire un bâtiment. Donc, ça a été construit, comme je disais tantôt, par les Maisons Champoux. Et le Rodéo du Camion habite aussi, ont leur bureau dans cet édifice-là. Puis, c'est quoi votre expérience dans le contexte du musée? Ah, bien, c'est sûr que c'est une belle fierté parce que, regarde, c'est une belle réalisation. Sans Mme No, Mme No avait les connaissances et moi, j'avais un petit peu, le côté crédibilité dans le village. À nous deux, on a réussi à faire un beau projet. Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler dans ce projet-là? Bien, la première fois que j'ai vu l'exposition, je n'étais pas encore sur le comité, j'étais bien épatée parce que c'était des choses de chez nous, que je ne savais pas qu'on avait ça au Témiscamingue. Donc, j'ai dit, hey, c'est chez nous, c'est une belle valeur, c'est une belle richesse naturelle qu'il faut mettre en valeur. Parce que c'est sûr que ça a pris plusieurs années avant d'avoir complètement la crédibilité Parce qu'au début, des gens disaient, wow, c'est des roches, hein? Mais sauf que c'est pas des roches ordinaires. Mais petit à petit, on a convaincu les gens que c'était une grande valeur qu'on a. C'est une belle richesse naturelle qui a de la grande valeur, pas pour tous. C'est une valeur sentimentale pour quelques-uns, pour d'autres moins. Mais on est bien fiers de ça. Puis là, dernièrement, on a été un musée agréé. On a eu notre agrément. Donc, cet agrément-là va nous mener peut-être plus tard, dans quelques années, à un financement récurrent. Parce qu'on montait des projets pour aller chercher des subventions. Donc, on a survécu grâce à des projets, beaucoup de bénévolat et de la ténacité. Encore aujourd'hui, on n'est pas subventionné. On n'a pas de subvention récurrente. L'année dernière, on a eu un montant de 50 000 de notre député et du ministère de la Culture et des Communications. Mais faut l'étirer et vivre avec, là. Donc, pour ce segment, je suis avec Lise. Donc, bonjour Lise. Bonjour. Donc, j'aimerais que vous me dites c'est quoi votre titre au sein de l'organisme. Moi, je suis présidente du conseil d'administration du musée, donc du Fossilarium de Notre-Dame-du-Nord. Parfait. Puis, est-ce que vous avez des projets pour l'avenir avec le Fossilarium? On a un gros projet en cours en ce moment, qui est le projet Anthropophos. En gros, ce que c'est vraiment une salle pour notre collection. On a beau être un petit musée, hein, ça a l'air d'un tout petit édifice, mais notre sous-sol et notre entrepôt actuel regorge de fossiles, de spécimens, de minéraux également, qui ont été puisés à la fois dans la région, mais aussi on a pu recevoir des dons dans le passé là, de gens qui ont soit voyagé, soit qui nous ont donné une partie de collection. Donc, tout ça fait qu'on est rendu à une étape où on doit classer tout ça, identifier tout ça, faire en sorte de pouvoir
accéder rapidement à cette collection-là et surtout la préserver pour l'avenir, donc pour les générations futures. Le musée a bien sûr sa propre histoire, mais si on regarde vers demain, il faut s'assurer que tout ça ne se fragmente pas avec le temps, donc faire en sorte que ça soit bien protégé. Donc ça, c'est un de nos gros projets, mais aussi ce qu'on veut, c'est prendre un peu plus de place et faire en sorte d'être un musée vraiment accueillant pour la communauté. On a déjà testé la formule, si on veut, dans les derniers mois avec l'été au musée, les dimanches gratuits. Habituellement, on est ouvert seulement pour la saison touristique, mais on s'est gâté dans la dernière année. Donc, une fois par mois, on ouvrait avec un thé au musée, avec une thématique, que ce soit sur... on a fait une thématique sur les œufs, on a fait une thématique sur les confitures, sur les produits du terroir. On a été chercher donc des éléments de notre quotidien, d'occupation du territoire. Puis comment est-ce qu'on peut mettre de la science là-dedans? On a eu également le gros trappeur qui est venu nous rencontrer, donc pour parler de la faune, ici au Témiscamingue. On a eu une conférence sur les oiseaux également. Donc, aller chercher ces observations-là, que ce soit l'ornithologie ou donc d'autres sciences connexes, mais qu'on regroupe ici dans notre petit musée scientifique. Donc, on a travaillé beaucoup là-dessus et aussi sur l'intergénérationnel. Donc, aller chercher à la fois un jeune public qui est par définition curieux, si on veut, des groupes scolaires également, mais aussi une clientèle adulte et même un peu plus âgée, mais qui s'intéresse aussi à la science et aux découvertes. Puis, vous parlez beaucoup, dans le fond, de la science. Donc, c'est quoi l'importance de mettre l'emphase sur la science dans le musée? C'est vraiment une mission qu'on s'est donnée pour le savoir, pour l'éducation. Quand on sait d'où on vient, généralement, on sait mieux où on va par la suite. Et c'est un peu ça, la mission du Fossilarium. Donc, aller vraiment chercher notre histoire géologique parce qu'on regarde, bien sûr, notre paysage qui est généreux ici au Témiscamingue, mais quand on regarde le passage des glaciers, comment tout ça a façonné notre belle région, c'est un peu ça qu'on vient chercher ici au Fossilarium. Donc, c'est vraiment vulgariser tout ça, comprendre qu'est-ce qui nous a été laissé par le passé, et donc expliquer ça de manière le plus vulgarisée possible et accessible. Super. Donc, dans le fond, votre public cible, c'est vraiment les familles. Vous n'avez pas nécessairement... vous misez pas nécessairement sur un type de public, là. C'est vraiment une formule élargie. Donc, à la fois les jeunes familles, on a des activités, des boîtes d'animation, autant pour les tout-petits que pour les plus grands, que pour ceux qui se destinent peut-être à une carrière scientifique ou des gens qui ont simplement un intérêt pour la découverte, pour les sciences en général, ou simplement des curieux. L'été, c'est une belle saison aussi. On a présentement une exposition avec des papillons en liberté. Ça aussi, ça fait partie de la nature, ça fait partie de la science, de l'observation aussi. Il y a beaucoup d'éléments de découverte qu'on peut manipuler. Donc, il y a vraiment un peu de tout. On a aussi des excursions sur des sites de fouilles où on peut aller soi-même découvrir des fossiles et les identifier aussi. Nos guides sont formés pour, justement, aller dire aux gens, bien, regardez, ça, c'est ce que vous avez trouvé, c'est tel spécimen, ça appartient à telle époque. C'est aussi ça, s'accaparer, si on veut, le savoir et comprendre mieux le milieu dans lequel on est. Super. Puis, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de, est-ce que les gens se mobilisent et s'impliquent au sein de l'organisme, du Fossilarium? C'est sûr que ça reste bien sûr un organisme et à la fois un organisme culturel, historique et scientifique, c'est toujours un défi que de le financer. Mais effectivement, on a un sentiment d'appartenance chez les gens. On a des cartes de membres, donc les gens peuvent devenir membres du Fossilarium. Quand on est membre, on a même un accès gratuit. On peut visiter le musée avec sa carte de membre. Donc c'est un petit plus. À la fois, on contribue à l'émission du musée, mais on peut aussi en profiter, le faire découvrir lorsqu'on a des visiteurs ou des amis qui passent dans la région. On a une belle collaboration aussi de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord qui soutient le musée et on fait des petits partenariats comme ça à la pièce avec d'autres organisations pour que ce soit une exposition qu'on aura cet été, une exposition temporaire avec Hydro-Québec où on accueille les familles. On fait à ce moment-là 3 journées gratuites pour une clientèle plus familiale. Avec même l'année passée, on avait un conte. Cette année, on a un nouveau conte, de nouvelles aventures qui seront présentées avec peut-être un spécimen de l'histoire et de l'époque lorsque les fossiles étaient bien vivants, donc avant qu'ils deviennent fossiles. Là. Donc, on vient raconter tout ça. Donc, ça devient très ludique et on l'offre aussi pendant l'été, pendant la saison estivale et des vacances. Parfait. Puis, c'est quoi, dans le fond, l'importance du musée dans le circuit touristique au Témiscamingue? Je dirais que pour le circuit comme tel, c'est une porte d'entrée. Parce que d'abord, on est à Notre-Dame-du-Nord. Donc, quand on arrive
de Rouyn-Noranda ou de l'Abitibi ou même d'ailleurs, c'est un des premiers arrêts. Donc, on vous invite à faire une petite pause. On est aussi le kiosque touristique, donc les gens peuvent aller chercher aussi des pliants de d'autres sites. On peut avoir également quelques petites représentations, références aussi, donc déjà là. Et je dirais que c'est peut-être un petit arrêt obligatoire, si on veut, parce que ça marque vraiment le début d'une histoire et même avant l'habitation. On a d'autres sites là, qui témoignent de l'histoire industrielle, plus économique, plus l'habitat, l'agriculture et tout ça. Nous, c'est vraiment avant tout ça. Donc, au moment du passage des glaciers, comment est-ce que le territoire même s'est façonné pour permettre éventuellement l'occupation de ce territoire-là? Je pense que c'est quelque chose qui est très sensible aujourd'hui, surtout dans des milieux comme le nôtre où la population est peut-être pas si grande que ça comparée à d'autres grandes villes, mais où les gens sont vraiment ancrés, et je dirais ancrés dans le rift du Témiscamingue. Donc, ça commence ici, et par la suite, bien, on vous invite à poursuivre l'aventure touristique, évidemment. Super. Puis, j'aimerais ça que vous me dites, dans le fond, en quoi le musée est unique parmi le cirque? Il est unique de par ses 1000 fossiles à découvrir. C'est comme une grosse collection. Il est unique aussi de par le temps qui a été investi au départ par des gens qui y croyaient. C'est vraiment ça qui fait peut-être la particularité du Fossilarium. Ça a été bâti par des pionniers. Vous allez en rencontrer d'autres d'ailleurs dans cette capsule. Donc des gens qui ont vraiment cru à cette transmission du savoir-là. Donc c'est comme en faisant un arrêt au Fossilarium, on vient donner une reconnaissance aussi à ces gens-là qui ont cru qu'une ville comme Notre-Dame-du-Nord avait une pertinence pour avoir un petit musée dans ses murs, si on veut. Donc, c'est déjà ça. Et comme je le disais, c'est un beau coup d'œil sur notre passé aussi comme collectivité. Je dirais que ça fait une bonne particularité à découvrir. Super. Puis, comment vous voyez le musée dans le futur? On espère que le musée acquiert tranquillement ses lettres de noblesse. On a d'abord été agréé. On souhaite que le musée soit reconnu également. C'est un beau défi. Le défi sera toujours sa pérennité, s'assurer qu'il soit là pour des années. Et mon rêve à moi, c'est que le musée puisse être ouvert 12 mois par année de manière plus permanente. Présentement, on est surtout ouvert pendant la saison estivale avec quelques petites activités en dehors et occasionnelle, mais une ouverture permanente, je pense que ça pourrait être un plus à la fois pour la vitalité de la municipalité, mais aussi, encore là, pour des questions touristiques. Le tourisme, c'est pas uniquement pendant l'été. Parfois, l'hiver, il y a un autre circuit qui pourrait se mettre en place. Je pense que ça pourrait peut-être faire du bien. Puis vous, c'est quoi qui vous a motivé à vous mobiliser au sein de l'organisme? Je dirais que c'est surtout la mission. Je pense que je suis assez sensibilisée à cette idée de faire circuler l'information. C'est peut-être une déformation professionnelle, là, de vouloir faire circuler l'information, le savoir également, s'approprier le milieu. Et moi, ça fait pas des années que je suis à Notre-Dame-du-Nord. Hein, je suis une nouvelle arrivante et je me suis dit, quand on veut faire partie d'un milieu, il faut s'impliquer. C'est la meilleure façon de rencontrer des gens, de découvrir où on habite. Et c'est ce qui m'a attirée, dans le fond, au Fossilarium. C'est une fondatrice, Thérèse Elwin, qui m'avait dit m'avait proposé de me joindre à l'équipe et je le regrette pas parce que j'apprends beaucoup, je découvre beaucoup. C'est un véritable plaisir de faire partie de cette petite équipe. Super, bien merci beaucoup, Lise. Ça me fait plaisir.